la rétrospective de la semaine. Connaître le passé pour oser inventer l'avenir sur les traces des pionniers du panafricanisme. C'est sous ce thème que se tient l'université d'hivernage du panafricanisme. À l'initiative du Centre international Joseph Kizerbo pour l'Afrique et sa diaspora CIJCAD, cette activité entre dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire du manifeste du Mouvement de Libération Nationale MLN et de la Conférence panafricaine des peuples organisée par le Dr Kwame Nkrumah en 1958. Elle poursuit plusieurs objectifs. Lazare Kizerbo, vice-président du CIJCAD. Présenter les faits historiques, notamment le référendum de septembre 58, et faire connaître cela, c'est faire connaître un peu l'histoire de ce référendum et comment il y avait des forces qui disaient qu'il fallait aller à l'indépendance regroupée. Donc on va décrire cela et voir aujourd'hui quelle est l'actualité. Parce qu'il y a un mouvement panafricain qui aujourd'hui est toujours dynamique et qui appelle à la création des États africains unis dans l'espace d'une génération. Donc faire connaître cette campagne-là et montrer que l'idéal panafricain de 58 n'est pas mort. Le centre dit être convaincu que la solution aux maux qui minent l'Afrique réside dans l'union à l'interne. Lazare Kizerbo se réjouit toutefois de la prise de conscience des peuples africains. Il faut que davantage de personnes comprennent qu'une Afrique unie est la meilleure condition pour qu'il y ait des changements au niveau interne. Donc nous pensons qu'il vaut mieux s'organiser sur une base large, continentale, et à l'intérieur des pays, on verra les conséquences. Et la jeunesse africaine prend de plus en plus conscience, et si cela continue, je pense qu'effectivement, dans l'espace d'une génération, on pourra aboutir à ce résultat. L'université d'hivernage du panafricanisme se tient en présence des militants de partis politiques, de la société civile, de parlementaires ainsi que d'élus locaux. Environ 2 semaines après le début de l'opération de retrait des personnes vivant en situation de rue, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille fait le point de ses actions. À ce jour, le bilan du point de vue opérationnel est déjà satisfaisant selon la ministre Marshal Laurence Iliboudo. Nous avons enregistré au niveau du centre d'accueil d'urgence 654 enfants enregistrés, dont 215 présents et 16 retournés en famille. Au niveau du centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, 170 personnes, dont 63 femmes et 107 enfants. Au niveau de l'auberge de Nongoumassum, 58 personnes, dont 20 femmes et 38 enfants. Au niveau de l'auberge de Sissin, 82 personnes, dont 28 femmes et 54 enfants. Mais les choses ne semblent pas être au beau fixe du côté financier. Une situation qui n'est pas liée à la mauvaise préparation de l'opération, comme le temps de faire savoir certains acteurs, à en croire la ministre en charge de l'action sociale. Elle pointe du doigt les mouvements sociaux des travailleurs qui, selon elle, a fait perdre beaucoup de ressources à l'État. Nous allons essayer de les tenir, mais bon, il faut aussi comprendre que tous ces mouvements sociaux nous mettent en retard par rapport à la mise en œuvre des projets et programmes que nous avons soulignés. Donc nous avons des lignes qui ont été régulées, mais sinon c'était 350 millions qui étaient mis sur les lignes pour cette opération. C'est pourquoi Marshal Laurence Iliboudo les invite à faire prévaloir l'intérêt général et développer l'esprit de solidarité envers ces personnes vivant en situation de rue. Dans cette même optique, une collecte de fonds est lancée par le ministère pour permettre aux personnes extérieures désireuses de pouvoir contribuer pour la réussite de l'opération. L'internaute Draman Sanou salue l'action solidaire de la ministre en faveur des enfants en situation de rue. Mais il pense que ce n'est pas une solution durable parce qu'il faut veiller à leur éducation de base, les alphabétiser et les former en des métiers. Ainsi, on pourra espérer qu'ils quitteront la rue. Dans le même sens, Salif Sion, un autre internaute, écrit ceci, je cite, « Il faut plutôt faire face aux problèmes de ces enfants en amont en luttant contre les raisons de leur présence dans la rue. » Pour Christophe Bado, cette mesure telle qu'elle s'opère est vouée à l'échec. Elle ne peut durer que le temps d'une réélection peut-être. Il faut une véritable politique de réinsertion, pas de la loterie, dit-il. Et Staline Saba d'ajouter que cette mesure, c'est simplement déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il s'explique. Dommage que Madame n'a pas mûri le projet avant de le lancer, donnant ainsi raison aux agents de l'action sociale qui dénonçaient dans une conférence de presse son attitude unilatérale. La demande à contribution du peuple sonne comme un aveu d'impuissance et de manque de planification. Le paradoxe est que Madame retire les enfants de la rue et se retrouve être le gros mendiant.
C'est un transfert de compétences et de ressources des mendiants à l'État afin de les prendre en charge. L'idée serait bonne si les dirigeants ne vivaient pas dans une opulence insultante. Maintes fois, des vivres ont été détournés, soit à des fins politiques pour cueillir du bétail électoral, soit tout simplement s'enrichir sur le dos du peuple. Grégory Ilboudo insiste sur ce point. Apparemment, le ministère veut mendier à la place des enfants. Il a demandé à tous ceux qui souhaitent faire droit de passer par lui pour atteindre les enfants internés. Et Oumou Sana d'ajouter que ce sont les dirigeants eux-mêmes qui créent le phénomène et ils viennent ensuite en sapeur-pompier. Socrate Watson, qui s'érige contre le projet de la ministre, dit avoir un conseil pour eux. Il s'agit de vendre ne serait-ce que 2 Renault Talisman et 2 V8 seulement. Et avec tous ces millions que cela va générer, il pense que le tout sera joué ou du moins en partie. Pour lui, on ne peut pas être fan de Talisman et V8 au pis-champagne, puis tendre la main que c'est pour aider les enfants de la rue. Foutaise, oui. L'internaute Traoré Abdoulaye Foundié, lui, s'est dit en colère et écrit ceci. Dites à Madame la ministre Laurence Marshall Ilboudo que la part de bonheur que devrait revenir à ces enfants de la rue, c'est la coquetterie et le goût démesuré de luxe de nos ministres, de nos députés, de nos présidents d'institutions et de nos directeurs de société. Si la croissance économique était judicieusement gérée, la misère serait réduite considérablement. Alors, stop la comédie politique et envisagez une véritable politique de lutte contre la pauvreté. Tant que nos populations seront plongées dans cette misère, notre société ira toujours mal. En commentaire à cette publication, Aïssata Ouedraogo note ceci, que le prix des denrées et produits alimentaires, de l'eau, de l'électricité, du gaz, de l'essence soit diminué. Si nos parents au village mangent bien et vivent mieux, j'espère que les enfants ne quitteront plus leurs parents. Naïm Touré lui partage cette publication de Traoré Abdoulaye Foundié avec ce commentaire à l'appui, je cite, « Des vérités crues adressées à Dame Cour des Grands. Pour ma part, je reste convaincu que ce plan Marshall est voué à l'échec. Un échec puissant même tiers. Populisme quand il nous tient. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour le bilan macabre. » Fin de citation. Concerts musicaux, rencontres d'hommage aux rois et chefs traditionnels, telles sont les activités au menu de la tournée nationale qu'organise l'association Beoyenga. Cette tournée dénommée Vivre Ensemble est une caravane musicale et artistique pour le renforcement des bases culturelles et traditionnelles pour une cohésion sociale. Salif Sana, alias Sana Bob, artiste musicien par ailleurs promoteur de cette tournée. Je me suis engagé pour la paix et la cohésion sociale. Parce qu'il n'y a pas la paix, et chez nous, ici, les artistes, vraiment, nous sommes les premières victimes, les femmes, les enfants. Donc, en tant qu'un artiste engagé, il faudrait que j'engage à porter vraiment le message aujourd'hui pour essayer d'appuyer ça quelque part. La culture réunit, mais la musique soigne. Aux yeux de Sana Bob, le vivre ensemble est une nécessité. C'est pourquoi il entend aller auprès des populations à travers tout le Burkina Faso. La tournée nationale, il faudrait que je touche presque tout le bon nombre de Burkina Faso. À travers de toutes les régions, ce n'est pas seulement des grandes villes, mais même jusqu'à les petites villes. En tant qu'un artiste, mais il ne faudra pas que la musique seulement s'arrête peut-être dans la grande ville, il faut aller au village. Cette tournée nationale Vivre ensemble sera également une occasion pour aborder certains sujets, notamment la question de l'incivisme, avec les jeunes, a laissé entendre le promoteur du projet. La tournée qui va se dérouler en 2 étapes est prévue s'étendre sur 1 année. Ce sont les sergents Jean-Martial Ouedraogo et Boué Meda qui étaient à la barre ce mercredi. Le premier, le sergent Jean-Martial Ouedraogo, est poursuivi pour 2 chefs d'inculpation, dont la complicité d'attentats à la sûreté de l'État et coups et blessures volontaires. Celui-ci, après avoir pris connaissance de ces chefs d'inculpation, les a niés. Selon son récit, il était à son bureau le 16 septembre au Conseil de l'Entente lorsque l'adjudant-chef Yaro l'a envoyé pour restituer des fonds au Kanabako. Il affirme que c'est de retour à son bureau qu'il a appris de la part de son collègue le sergent Justin Bako qu'il y aurait une attaque au palais présidentiel. Aussitôt informé, celui-ci affirme s'être rendu à Kosiam immédiatement pour s'imprégner de ce qui s'y passait. Il affirme qu'à son arrivée au palais, il a reçu l'ordre de l'adjudant Kini d'effectuer une mission d'appui au ministère de la Défense et des anciens combattants. Pendant tout ce temps, il affirme ne pas comprendre ce qui se passait. Une affirmation qui a amené le parquet militaire à le qualifier d'un accusé de mauvaise foi. Selon le parquet, l'accusé
l'accusé ne devrait pas exécuter une mission d'appui du fait qu'il était un intendant militaire chargé des finances. L'accusé rejette cette observation du parquet en affirmant « Je suis militaire avant d'être financier et c'est au regard de mes compétences en tant que commando parachutiste que j'ai appuyé l'unité d'intervention. » L'accusé a également reconnu effectuer une mission de renseignement le 17 septembre à la place de la Nation sous l'ordre du lieutenant Gorgo. Cette mission dont il a exécuté consistait à aller vérifier si les éléments qui y étaient ceux du RSP. Bien qu'il soit arrêté à 50 mètres de la place de la Nation, l'intendant militaire affirme qu'il a reconnu les éléments qui étaient ceux du RSP à travers les tenues. Il affirme tout de même qu'il n'a pas aperçu de manifestants à la place de la Nation. Le parquet militaire a fait observer qu'il était bel et bien responsable des chefs d'inculpation qui pèsent sur lui. Mais les preuves, s'est interrogé le conseil de l'accusé maître Alexandre Daboné, qui estime que le récit fait par son client n'a rien à voir avec les chefs d'inculpation à lui reprocher. Après ce dernier, c'est le caporal Soléonce qui a été appelé à la barre. Celui-ci n'a pas répondu présent puisqu'il serait en mission au Darfour selon son avocat. Son avocat a tout de même affirmé qu'il serait là le lundi prochain. C'est ainsi que le tribunal a décidé de continuer l'audience en appelant le sergent Bouémédard. Ce dernier est poursuivi pour 3 chefs d'inculpation, dont la complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. Celui-ci a, comme son prédécesseur, nié les faits. Selon ses propos, il était de repos le 16 septembre lorsque sa femme, qui est gendarme, l'a joint pour comprendre ce qui se passait. Il affirme n'avoir pas d'infos puisqu'il n'y était pas. Il ajoute que c'est juste après cet appel qu'il a reçu un coup de fil de l'adjudant-chef-major Éloi Badiel. Et il ajoute « Quand le major Badiel m'a appelé, il a dit « Position ». J'ai répondu « À la maison ». Et il a répondu « Ne te fous pas de moi ». Puis il a raccroché. Ce n'est que le 17 matin qu'il s'est présenté devant le major. Et dès qu'il arrivait, il affirme avoir eu l'information que des militaires d'autres garnisons s'apprêtaient à attaquer leur position. C'est alors qu'il fut désigné le 18 avec 5 autres militaires pour assurer la sécurité du président Macky Sall. Il affirme avoir assuré cette mission jusqu'au départ du président. Il soutient que c'est le 22 septembre dans l'après-midi qu'il a pu s'évader en prenant le mur pour se rendre à la gendarmerie. Le parquet a estimé que son récit montre que les infractions à lui reprocher sont constituées, mais le conseil de l'accusé, Maître Babou Bama, estime que son client ne devrait même pas être poursuivi puisqu'il n'a pas commis d'infraction pendant le coup d'État. L'audience a été suspendue aux environs de 16 heures puisque le conseil de l'accusé qui devrait se présenter après le sergent Bouémédard n'était pas là. L'audience va reprendre le vendredi prochain à partir de 9 heures. La rétrospective de la semaine. L'Afrique libre ou la mort est le 4e ouvrage de l'activiste Kémy Séba. Cet ouvrage se veut, selon son auteur, une synthèse du combat politique de l'Afrique contre le colonialisme. Pour lui, ce combat est porté par sa structure Urgence panafricaniste et ne vise pas seulement à lutter contre le franc CFA. C'est en substance ce que Kémy Séba dit être venu expliquer à la jeunesse burkinabé. Je suis surtout venu pour le présenter et rappeler qu'en réalité ce livre est une synthèse du combat politique pour l'autodétermination des pays d'Afrique francophone que nous menons depuis un certain nombre d'années. Un combat qui a été initié par le biais de l'ONG Urgence panafricaniste et qui visait à lutter contre le néocolonialisme de manière globale et non pas uniquement contre la monnaie. Nous sommes dans une dynamique globale et nous partons du principe que le franc CFA est le bras armé monétaire d'un impérialisme beaucoup plus général qui en réalité est en train d'asphyxier nos populations depuis la fin des indépendances. Interrogé sur son acte qui a consisté à brûler un billet de 5000 francs CFA, Kémy Séba explique que l'acte visait à passer à une autre étape de la lutte, un acte qui a été compris et salué par le prolétariat selon ses dires. Lorsque nous avons brûlé le billet, le prolétariat qui vit en dessous des conditions les plus inimaginables possibles a été la partie de la population en Afrique qui nous a le plus soutenus de très loin. Ils ont compris le message qui était le nôtre. Un peu partout où je suis allé en Afrique, c'était des masses d'Africains prolétaires qui nous remerciaient. Cette catégorie de la population nous a remerciés parce qu'ils ont compris que ce combat que nous menions était un combat pour eux. L'activiste a, au cours de cet échange avec les médias, indiqué que sa structure entend jouer un rôle important dans les prochaines échéances électorales dans les pays africains, en soutenant, voire en présentant des candidatures s'il y a lieu. Marché à bétail du quartier Padoua de Ouagadougou. Il est 8 heures et le marché grouille déjà de monde. L'ambiance est particulière en cette veille de la fête de Tabaski. Moutons, chèvres et même les bœufs y sont en vente. Si le marché et ses alentours sont inondés de bétail, les vendeurs crient tout de même à la mévente. Daouda Sokondo est un des vendeurs de moutons. Cette année, vraiment, il n'y a même pas marché.
Il n'y a même pas marché du tout. Si vous regardez le marché est rempli avec des moutons, rien ne bouge. Nous, on est là seulement, on regarde, on attend jusqu'à la dernière minute pour voir ce que ça va donner. Sinon, on n'a plus espoir. D'habitude, à 20 jours, 15 jours de la fête de Tabaski, on commence à vendre. On commence à vendre beaucoup, les étrangers viennent acheter beaucoup. Mais cette année, non. Il n'y a pas beaucoup de clients. Yves Pouniré, qui s'est retrouvé aux abords du même marché avec ses moutons pour pouvoir accoster les éventuels acheteurs, abonde dans le même sens. Sincèrement dit, cette année, le marché n'est pas comme d'habitude. Les gens n'ont pas d'argent. Les moutons de 5 000, peut-être on les achète à 75 000. Donc si ce n'est pas l'année prochaine qu'on va voir, sinon cette année, le marché n'est pas bon. Daouda Sokondo propose des moutons dont le prix varie entre 50 000 et 250 000 francs CFA. Il affirme toutefois être confronté à des difficultés pour écouler et l'explique par les difficultés financières auxquelles les populations sont confrontées. Bon, partout on entend parler que non, ça va pas. Et réellement, nous tous on voit que ça va pas. Si ça allait seulement, si elle fait des tabaski, fait des moutons, et nous on vend des moutons. Si ça allait seulement, on va avoir des clients qui vont venir acheter. Ça va pas du tout. Parfait Ulrich Gebré, qui vient de s'acheter 2 moutons, trouve également le prix des moutons hors de portée du Burkinabé moyen. Les prix ne sont pas à ça. Les prix varient entre 100, 150 à 200. Pour le Burkinabé moyen, je trouve que c'est un peu élevé. En temps normal, autour de 60, 70, on pouvait avoir un mouton. Et maintenant, il faut débourser jusqu'à 100 000, 125, 150. Je trouve quand même, avec la situation actuelle du pays, je trouve quand même un peu élevé. Le sacrifice du mouton est-il une obligation pour le musulman? Parfait Gebré a sa réponse. Sinon, ce n'est pas une obligation. Je ne crois même pas que la religion oblige. La religion ne l'oblige pas. Voilà. Si tu as les moyens, c'est encore intéressant. La fête de la Tabaski étant attendue pour ce 21 août, les vendeurs peuvent toujours espérer voir les choses changer. L'imam Diego Thiam-Touré, dans son sermon de Tabaski, a abordé plusieurs sujets, parmi lesquels le Hajj, dont il entend que toutes les perspectives soient scrutées en vue d'améliorer son organisation. Il nous apparaît important d'exiger la réduction des comptes dans l'organisation du Hajj à travers un bilan sans complaisance pour en tirer des leçons. Diego Thiam-Touré a aussi dénoncé ce qu'il appelle comportement incivique qui pour lui prennent de l'ampleur dans notre pays et handicapent le développement. Des retards au service, au comportement à risque tel que l'usage du téléphone au volant, l'excès de vitesse, les actes de corruption, les paroles obscènes, tant chez les plus âgés que chez les jeunes, la destruction des édifices publics, la défiance à l'autorité. Ainsi, il appelle les Burkinabés à un changement de comportement. Dans son sermon, l'imam s'est aussi préoccupé de la situation sécuritaire du pays. Pour lui, quels que soient les moyens techniques, l'armement, la performance des services de renseignement, des forces de défense et de sécurité, le Burkina Faso ne pourra jamais arriver au bout de cette hydre assoiffée de sang innocents sans l'accompagnement et la collaboration de tous. Aussi, Diego Thiam-Touré a noté dans son sermon qu'en plus d'hommes et de femmes loyaux et compétents pour promouvoir le vivre ensemble et un développement harmonieux et partagé que le Burkina Faso a besoin, le pays, selon les mots de l'imam, a également besoin de véritables hommes d'État qui ne pensent pas seulement aux élections, mais aussi et surtout aux générations à venir. Pour le match Burkina-Mauritanie, ils sont 23 joueurs que le sélectionneur du 11 national Paolo Duarte a convoqués. Sur cette liste, on note l'absence de 5 habitués de la sélection nationale. Il s'agit entre autres d'Aristide Bansé, Patrick Malo et Préjus Nakoulma pour raison de blessure ou de forme. Alain Sibri Traoré, Jonathan Pitroapa et Abdou Razak Traoré, eux, font leur retour à l'équipe nationale. Pour le coach des Étalons, ce n'est pas l'âge, mais la prestation des joueurs sur le terrain qui l'intéresse, car selon lui, il va en Mauritanie pour gagner. Il a également souligné que ces joueurs sélectionnés sont en forme pour ce match qu'il dit prendre avec un grand sérieux au regard du dynamisme de l'adversaire. À la question de savoir pourquoi retenir le gardien de but, Kofi Hervé Kouakou, malgré quelques difficultés que ce dernier rencontre au niveau de son club, Paolo
Douarté répond, je cite, « Kofi est un talent. Je préfère Kofi avec une jambe à beaucoup de gardiens avec plusieurs jambes. » Fin de citation. Pour ce qui est de la présence de certains joueurs, notamment Alain Traoré et Jonathan Pitroapa, le coach estime qu'ils sont des joueurs d'une expérience nécessaire à l'équipe. Le match Burkina-Mauritanie se jouera le 8 septembre prochain et les Étalons auront 4 jours d'entraînement. La rétrospective de la semaine. Arzouma Charles Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Les eaux du lac Bam auraient occasionné des dégâts chez les riverains. De quoi s'agit-il exactement? Je cite d'abord les dégâts, parce qu'il y a des terrains qui ont été lotis à la municipalité, qui ont été envahis par l'eau. Donc il y a des mosquées, il y a même une fille qui est décédée à Kondibito. Et quand on part vers Zimtanga, donc l'eau a envahi donc un CSPS, même il y a une pompe qui n'est plus utilisable parce que l'eau a envahi ces zones. Et pourquoi l'eau a envahi? Parce que par le passé, ça n'était pas le cas. Donc cette année, le projet Lac Bam est venu donc s'entretenir avec la population. Au départ, donc il était question donc de désensabler. Apparemment, il n'a pas les moyens pour faire le désensablement. Donc ils ont décidé donc de bloquer l'eau en construisant une digue au niveau du pont, là où l'eau passait. Donc quand ils ont élevé donc de 30 cm, donc l'eau ne pouvait plus passer. Donc elle était obligée maintenant donc d'augmenter en volume donc pour occuper d'autres espaces. Quels sont ces espaces? Les espaces que l'eau a commencé à anéantir, donc il s'agit effectivement des champs, des vergers, même des cours d'habitation. Et parmi ces cours, il faut dire qu'il y a des cours qui ont été, où ils ont des permis urbains d'habitation, des parcelles. Il y a même certains lieux non religieux, tels que les mosquées, et une église qui est menacée, donc apparemment l'église doit effectivement déménager. Les riverains du lac que vous êtes, sous l'égide de l'ODJ, ont tenu une assemblée générale ce dimanche 19 août. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre? On a tenu une assemblée générale. Voilà, ce qui ressort, les gens ont fait donc l'état des lieux, donc des dégâts. Voilà, donc ce qu'on venait de le dire. Il y a eu une fille qui est décédée, il y a des gens qui étaient envahis, ainsi de suite. Maintenant, ce qui ressort, la population a vu qu'au départ, donc ce sont les ministres de la localité, les députés autres qui sont venus s'asseoir, donc pour qu'on parle donc des travaux du lac. Mais apparemment, quand les dégâts ont commencé, aucun de ces fils, ministres de autres là, ne reviennent plus. Ils ont compris qu'il faut qu'ils prennent, en tout cas, le problème à bras le corps, donc sous la bannière de l'ODJ, et ils disent qu'ils vont se battre, donc en tout cas pour obtenir des acquis. Et à ce niveau, ils ont prévu de rencontrer les autorités le 22 août 2018. Et à l'issue donc de cette rencontre, il y a une marche qui sera prévue le lundi 27 août 2018 également. Et cette marche, que voulez-vous réclamer? Bon, ce qu'on veut exiger d'abord, un recensement. Puisque la population riveraine, donc, qui ont été touchées par les dégâts donc, des eaux, là, n'ont pas été recensées. Il y a eu un premier recensement en 2011, qui a été publié en 2013. Mais ce recensement n'a pas, en tout cas, tenu compte, ou bien, en tout cas, ça a été bâclé, c'était un bâclage total. Parce que la majorité n'a pas été recensée. Donc, pour cette sortie-là, nous voulons exiger d'abord qu'on recense les gens, et après, on revient s'asseoir pour voir les biens, combien on va indemniser les gens. Bon, et après que, en tout cas, avant que les travaux ne puissent continuer, puisque nous sommes au niveau de la phase 1, des travaux du lac Bam. Mais actuellement, vos champs sont noyés, vos maisons sont inondées. Est-ce que c'est le recensement qui sera une solution? Autrement, que souhaitez-vous comme solution face aux dégâts actuels? Ce qui est pressant, c'est qu'on nous, en tout cas, trouve d'autres lieux même d'abord pour les habitations. Donc il faut effectivement qu'on nous dédommage donc les champs qui ont été inondés, les vergers et autres. Mais pour qu'on puisse faire le dédommagement, nous pensons d'abord que il faut qu'on nous recense, pour qu'on sache qui a quoi, qui a ceci, qui a connu quel dégâts autour donc, du lac là, avant qu'on ne parle maintenant de ces dédommagements et autres. Donc ce qui est pressant, il y a d'autres même qui ont déjà perdu leur maison, n'ont pas de lieu où dormir. Bien avant la saison pluvieuse, vous avez manifesté pour demander aux autorités de prendre à bras le corps le problème. Oui. Apparemment, vous n'avez pas été écouté. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les autorités vont vous écouter? Effectivement, au départ, on n'a pas été suffisamment écoutés. Mais quand les gens sont sortis dans la rue, ils ont bandé les muscles, ils ont compris qu'en réalité, c'est pas des gens qu'on peut venir arnaquer et puis les partir facilement. Donc, ce qui a fait que, ils ont modifié un peu leur plan. Ils n'ont pas prévu de faire un pont entre Kaya et Koussi. Ils n'ont pas prévu de faire un pont qui puisse permettre à la population de traverser le lac. Donc, après la sortie de la population qui a marché au commissariat, donc, ils sont revenus faire ces aspects-là. Maintenant, ce qui est ressorti également est que ces marches-là ont permis aux autorités, ou à pousser les autorités, à revenir sur les recensements de 2011. Puisque les recensements de 2011 n'a pas touché tout le monde. Donc, quand les gens sont sortis, ils ont compris que la population, en tout cas, ne va pas se laisser faire facilement. Donc, ils ont dit qu'ils ne vont plus le tenir compte
décembre de 2011, d'autant plus que le maire actuel, qui est un maire du CDP, était à la mairie dans les années 2011, mais a dit que non, lui n'a même pas été au courant de la venue de ces agents licenciés. Donc le commissaire, le maire et autres ont dit que c'est ça, ils vont ranger donc, les résultats de décembre de 2011. Maintenant, ce que nous avait promis est que, bon, ils allaient faire des levées topographiques, ce qui a été fait, pour savoir les lits du lac et autres, mais après cela, ils allaient venir sur les recensements. Mais à l'heure où on est, on sent que tant qu'on, en tout cas, on ne bat pas les pavés dans les rues, bon, ça ne serait pas facile pour nous. Ils ne vont pas venir, en tout cas, parler de recensements. Donc, votre objectif maintenant, que les autorités reprennent tout ce travail. Voilà, les recensements. Ensuite, mettre en place le comité de valorisation des biens pour pouvoir indemniser donc ceux qui sont impactés. Bon, ceux qui ont perdu la vie, on sait qu'on ne peut pas remplacer la vie. Mais ce qui nous reste, c'est ça maintenant qu'on fait actuellement. Arjouma Charles Ouedraogo, merci. Je vous en prie. Je rejette catégoriquement et sans équivoque les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, je ne reconnais pas élu le président déclaré par elle. Ces mots sont de Soumaïla Cissé. Il les a tenus ce 23 août 2018 lors d'une sortie médiatique à Bamako, la capitale malienne. En effet, les résultats définitifs suite au second tour de l'élection présidentielle du Mali le 12 août dernier le donnent perdant face à Ibrahim Boubacar Keïta. Cette situation était prévisible depuis que 18 des 24 candidats à l'élection présidentielle ont dénoncé des fraudes qu'ils ont qualifiées de massives au premier tour des présidentielles. Dans sa logique de contestation, Soumaïla Cissé appelle ce samedi 25 août à une marche dans la capitale malienne pour que, dit-il, la démocratie malienne se restaure. Il appelle même les jeunes et les autres candidats à la mobilisation générale. En clair, telle l'épée de Damoclès, une crise post-électorale plane sur le Mali. Une énième suite à une élection dans nos contrées africaines. Ces crises issues des élections dans nombre de nos pays restent source de violence où généralement les populations payent le prix fort en se sacrifiant pour des individus qui, pour la plupart, une fois au pouvoir, ne sont pas à mesure d'assurer un changement porteur de progrès et de justice sociale. Puis, ils fermeront les yeux face à l'impunité des crimes économiques et de sang, le népotisme, les détournements crapuleux, voire la malgouvernance devient leur sport favori. Dans beaucoup de pays africains, de nombreuses élections ont été couronnées de divisions profondes du peuple. En clair, ceux qui profitent des élections en Afrique sont ceux qui en font sa promotion. Avec en tête ceux qui n'hésitent pas à mobiliser des sommes colossales pour la tenue des scrutins, à savoir les Occidentaux. Leurs valets locaux prompts à l'exécution de leurs dictats se chargent d'abuser de l'ignorance des populations pour qu'elles servent d'électeurs. Et comme il faut s'y attendre, parmi les valets, l'impérialisme a toujours ses préférences qui vont lui faciliter le pillage systématique des richesses des pays. Les exemples de crise post-électorale sont patents et à chaque occasion, l'on se demande si l'efficacité de ce genre de consultation électorale à répondre aux aspirations des populations ne reste vraiment pas à prouver. Il faut espérer que les peuples africains se rendent compte tôt ou tard que le système électoral tel qu'il fonctionne jusque-là leur apporte plus de malheur que de bien. Ces peuples doivent comprendre que si la voie des élections n'a pas permis le changement voulu, il existe bien d'autres voies qu'ils peuvent user pour que les choses évoluent en leur faveur. En un mot, comme en mille, le dernier mot revient toujours au peuple. Et avec les grands mouvements de contestation contre certains dirigeants, les boycotts d'élections parfois constatés, les faibles taux de participation des populations aux élections et les fortes abstentions des électeurs qui se signalent de temps à autre, l'espoir demeure.